Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour ce nouveau JVD Top, je vous dis tout, presque. Consacré encore au GPU, c'est la partie 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, j'explique un petit peu le fonctionnement des GPU AMD, Nvidia dans nos consoles de façon empirique pour comprendre pourquoi ce n'est pas que les teraflops qui comptent, mais bien d'autres éléments dans les GPU pour expliquer les performances des GPU Nvidia, AMD et pour faire un petit peu un comparatif qui viendra dans une troisième partie, un troisième JVD Top, où j'ai créé un nombre d'or, le Geekbench GPU, on va dire. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que je trouve des résultats assez concordants et des résultats différents car il y a deux explications à ça, mais on reviendra dans une troisième partie. Là, on va aborder le FP32, FP16, IN16, qu'est-ce que c'est tout ça, et en particulier la différence dans les shading units entre AMD et Nvidia, qui peut expliquer pourquoi, par exemple, en FP32 teraflop, eh bien Nvidia sur certaines cartes est meilleur que AMD, sur les shading units, je précise, et pourtant, en FP16, c'est l'inverse. Vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo. Je vais également revenir, c'était pas prévu, mais sur le James Webb Telescope. Et oui, le James Webb Telescope lancé dans l'espace avec des images merveilleuses. Eh bien, je vais vous donner un peu plus de détails techniques dessus. Comprendre par exemple pourquoi on utilise les infrarouges et qu'est-ce que donne ce télescope et comment il a été construit. A tout de suite. Allez, commençons tout de suite par le James Webb Telescope. Un objet merveilleux qui apporte des résultats visiblement très intéressants, c'est une vraie réussite technologique. Ça change un petit peu des armes de destruction massive que l'homme est capable d'inventer. Là, on a inventé quelque chose qui est quand même très intéressant au point de vue science en particulier pour observer les confins de l'univers. Alors ce télescope a coûté 11 milliards de dollars, ça coûte très cher, fabriqué par 20 000 personnes, 3 pays, bien entendu la NASA, principalement 80% c'est la NASA qui a fabriqué ce télescope, mais 15% c'est l'Europe, l'aérospatiale en particulier. Il a été envoyé aussi avec Ariane 5, c'est important, on en parlera à la fin, et le Canada pour 5%. C'est d'ailleurs des proportions qui ont été distribuées en temps d'observation avec ce télescope, c'est-à-dire que 5% ce sera pour le Canada, 15% pour l'Europe, et le reste pour les États-Unis en temps d'observation. Alors pourquoi envoyer des télescopes dans l'espace, ce qui coûte très cher et ce qui est un vrai défi technologique, vous allez voir. Eh bien parce que sur Terre, vous le savez, il y a un problème, c'est l'atmosphère. Et oui, on a déjà la pollution lumineuse qui détruit beaucoup en termes d'observation, mais il y a également les turbulences. Par exemple, lorsque vous avez des turbulences à cause de la chaleur ou du froid, eh bien ça va totalement brouiller l'image. Et un même télescope peut avoir une très belle image sans turbulence sur Terre et une très mauvaise image s'il y a des turbulences. Il y a également la réfraction, oui, la réfraction de l'atmosphère, ça agit un peu comme un prisme, et surtout l'absorption. L'absorption, c'est-à-dire que en ultraviolet ou en infrarouge, l'atmosphère absorbe quasiment tout. On ne peut le voir que dans le visible. Or, c'est très intéressant, vous allez voir, de voir dans l'infrarouge, c'est pour ça qu'on envoie des télescopes dans l'espace. Alors le bébé fait quand même 22 mètres de long, 12 mètres de large, 6,5 tonnes. 6,5 tonnes envoyées dans l'espace par Ariane 5, c'est un bel exploit aussi. Il a deux longueurs d'onde d'observation, 600 nanomètres, ce qui est plutôt l'orange, la couleur orange, et 28 000 nanomètres, ce qui est l'infrarouge moyen. Il a été envoyé en orbite sur le point de Lagrange L2, ça veut dire quoi? C'est un point lointain. Hubble, vous connaissez le télescope Hubble, a été envoyé à 600 km. Pourquoi 600 km? Parce qu'il a été largué par la navette spatiale, on ne pouvait pas aller plus loin. Là, James Webb a été envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Pourquoi? Eh bien ça permet un plus large champ d'observation. C'est-à-dire qu'on peut fixer un point et le fixer pendant très longtemps. Le problème, quand vous êtes proche de la Terre, pour Hubble, c'est qu'au bout de 30 minutes d'observation, eh bien la Terre commençait à cacher ce que vous observiez. Hubble tournait autour de la Terre, impossible de rester plus de 30 minutes sur un point fixe, ce qui fait qu'en termes photographiques, vous savez, on fixe un point pendant très longtemps pour capter beaucoup de lumière. Plus vous en captez longtemps, plus l'image va être magnifique et les détails précis. 30 minutes Hubble, et là ce sera beaucoup plus long, on pourra faire des observations très longues grâce à James Webb. Il est composé d'un miroir de 6,5 mètres, c'est un miroir énorme, bien entendu ce n'est pas un miroir en un seul bloc. Son miroir principal, c'est 18 petits miroirs, entre guillemets petits, qui sont bien entendu indépendants et qui peuvent bouger les uns aux autres pour aligner parfaitement les points. Par exemple, si on vise une étoile, pour converger tous les points d'observation dans un seul point qui va se réfléchir sur un deuxième miroir, puis sur un troisième. Ces 18 miroirs, il faut savoir qu'ils ont une précision de moins de 20 nanomètres, c'est-à-dire ils sont légèrement courbes et à 20 nanomètres près de précision. On est quasiment l'équivalent du process 7 nanomètres de TSMC ou 5 nanomètres de TSMC par exemple.
Donc il a été lancé par Ariane 5, il faut savoir qu'il ne pouvait pas rentrer dans la coiffe de Ariane 5 dépliée, donc il y a tout un système vraiment précis et complexe pour qu'il se déplie dans l'espace. Ça a duré plusieurs mois pour qu'il se déplie totalement, et bien entendu pour ajuster tous les miroirs entre eux. Ça a duré plusieurs mois. Donc il était plié dans la coiffe d'Ariane et il est resté 18 cm. Il a été ensuite largué par Ariane 5 à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors bien entendu, Ariane 5 n'est pas monté jusque-là, il a été lancé et propulsé et s'est stabilisé à 1,5 million de kilomètres de la Terre sur le point Lagrange L2. Il faut savoir qu'il est composé du miroir, du système optique derrière, de toute l'électronique, mais que tout ça est protégé du Soleil, de la lumière du Soleil, de la Terre et de la Lune, par des grandes bâches en quelque sorte, des grandes toiles spécifiques, 5 toiles qui sont alignées, qui se sont également dépliées. Ça a été très complexe parce que durant les essais, elle s'est déchirée plusieurs fois. Bref, c'est un bel exploit technique, d'autant plus que tout s'est bien passé et donc il est totalement opérationnel. Vous avez vu quelques images comparatives avec Hubble. Et là où c'est intéressant, c'est les infrarouges. Pourquoi on utilise les infrarouges? Hubble l'utilisait d'ailleurs aussi. Eh bien parce que ça traverse la matière, les infrarouges. Regardez cette image, une image avec le visible. Donc un nuage de poussière va arrêter totalement, va opacifier ce qu'il y a derrière. Si vous utilisez les infrarouges, vous traversez le nuage de poussière pour voir ce qu'il y a derrière. Les étoiles, les galaxies, le confin de l'univers. Et c'est pour ça qu'on aime utiliser les infrarouges, et ensuite on recolorise bien entendu par soft, de façon à voir plus loin et ne pas être arrêté par les nombreuses poussières qui composent l'univers. Et oui, l'univers n'est pas composé que de vide, il y a des grands nuages de gaz, des grands nuages de poussière qui peuvent opacifier ce qu'il y a derrière. Et comme on le voit ici, bien entendu, par rapport à Hubble, James Webb est bien plus performant, c'est logique. C'est un nouveau télescope, il offre de plus grands détails, d'une plus grande précision, et donc les astrophysiciens vont maintenant l'utiliser au maximum, et j'espère nous offrir encore de plus beaux clichés dans l'avenir. Passons maintenant au FP32, FP16, INT16, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi on calcule les teraflops sur le FP32? Pourquoi on utilise plutôt le FP32 pour les teraflops? Même si, bien entendu, dans les descriptions, vous avez également les teraflops en FP16 et FP64. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de FPU dans les GPU, dans les CPU. D'ailleurs, il n'y avait même pas de GPU finalement. Les shading units sont arrivés plus tard, ainsi que bien entendu tout ce qui est derrière, c'est-à-dire les ROPS et les TMU. Regardez ma dernière vidéo. Par exemple, la PlayStation 1, il n'y avait pas de FPU, Floating Point Unit, c'est-à-dire de calcul sur les nombres flottants à virgule flottante, tout simplement comme 12,36 par exemple. Et donc la PlayStation première du nom utilisait plutôt des entiers. Ce qui fait que ça pouvait poser problème. Pourquoi ça pouvait poser problème? Alors à l'époque pas trop, mais dans les jeux 3D en particulier, vous savez, je vous ai parlé des shading units. Les shading units, ça permet de calculer ces fameux petits triangles, les millions de triangles qu'on voit par exemple dans UE5, qui composent l'image de base, et dessus on va appliquer ensuite des textures. Puis les ROPS vont bien entendu faire du filtrage, vont faire de l'anti-aliasing, beaucoup d'autres choses, beaucoup de calculs sur chaque pixel. Et bien à l'époque, la PlayStation 1, sur des jeux 3D, pseudo 3D, calculer ces triangles en entier. Et vous allez me dire quel est le problème? Eh bien le problème est tout simple. Si vous vous déplacez dans une scène 3D, imaginez un RPG, vous avez un rocher, ce rocher est composé de millions de petits triangles. Dessus est plaqué bien entendu les textures. Ces triangles bougent en temps réel en fonction de votre position. Les trois sommets du triangle ont bien entendu des coordonnées X, Y et Z. Z, on va imaginer, c'est la profondeur. Si vous bougez que vous reculez, eh bien vous passez par exemple, imaginons, de 20 mètres à 19 mètres. Vous allez faire donc 20 mètres, 19,8, 19,6, 19,4, 19,2 et 19 mètres en fonction du nombre d'images par seconde qu'il y a. Eh bien si vous êtes en entier, vous allez rester à 20 mètres, puis d'un seul coup vous allez passer à 19 mètres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de virgule pour faire le virgule 2, virgule 4, virgule 6, etc. Donc vous allez avoir un effet de glitch, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez avoir un gros déplacement qui n'est pas prévu, ça ne va pas être fluide dans le déplacement. Bien entendu, à l'époque de la PlayStation 1, ça n'était pas très gênant, la résolution à l'écran n'était pas quand même terrible, et surtout les jeux en 3D, les textures et tout ça n'étaient quand même pas du niveau d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, sur des images 4K par exemple, avec des jeux très précis, avec des millions de pixels à l'écran, avec des millions de triangles calculés à l'écran, ça deviendrait gênant. Donc très vite, on a adopté le FP32, c'est-à-dire pour calculer chaque coordonnée, en 3D, je précise, on utilise le Floating Point 32. Alors sans rentrer dans les détails, sinon ça va être aspirine pour tout le monde, pour moi aussi, on va utiliser donc des chiffres en 32 bits, avec virgule flottante, qui va permettre de définir vraiment la position X, Y et Z de chaque sommet des triangles en question. C'est les shading units qui vont traiter ça en temps réel.
de tous les points, de tous les sommets des triangles en temps réel. Imaginez des millions de triangles en temps réel calculés, par exemple 60 images par seconde, 60 fois par seconde. Et donc le FP32 se décortique comment? Un bit de signe qui permet de faire du plus ou du moins, 8 bits pour l'exposant, vous allez comprendre après, et 23 bits pour le chiffre en lui-même après la virgule. Ce qui fait que ça permet en positif par exemple d'aller de 1.17, 10.-38 exposant 10.-38 en termes de chiffres, c'est-à-dire avec énormément de zéros avant d'obtenir un chiffre après la virgule, jusqu'à 10.38, 3,4, 10.38 en termes de chiffres entiers. Ça permet un éventail très très large pour pouvoir positionner chaque sommet des triangles en X, Y et Z. Pourquoi ne pas utiliser les FP16 par exemple? Ce serait plus simple et vous allez voir, AMD serait plus performant en FP16 qu'en FP32 pour une raison particulière dans les shading units, eh bien parce que ça manquerait de précision. En effet, les FP16, on a 1 bit de signe, 5 bits d'exposant et 10 bits pour la fraction, ce qui fait au minimum on aurait 0,00006 à peu près et au maximum 65 504 si je ne me trompe pas. Ce qui fait que ça fait beaucoup moins en termes d'étendue que le FP32, donc une précision beaucoup moins grande. On peut l'utiliser, dans certains cas bien entendu, on peut utiliser le FP16. Malheureusement, les conventions dans les jeux, les compilateurs en particulier, vont convertir ça en FP32 la plupart du temps pour les jeux. D'une façon globale, on utilise plus le FP32 aujourd'hui que le FP16 ou que le IN16 ou le IN32 entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a tout ça de disponible, mais pour tout ce qui est 3D, les shading units travaillent en FP32. Petite annotation, on a au-dessus le FP64 qui est plus réservé à du professionnel, par exemple des calculs médicaux, par exemple l'astrophysique en question dont on vient de parler, c'est-à-dire un espace de chiffres, de floating point encore beaucoup plus large pour avoir des calculs encore beaucoup plus précis. Il existe également maintenant le FP8, qui arrive en force, c'est sur 8 bits, les FP sur 8 bits, c'est des tout petits chiffres qui permettent en particulier d'accélérer les calculs pour l'IA. L'IA qui n'a pas besoin d'avoir une grande étendue en termes de chiffres et qui, grâce au FP8, va aller beaucoup plus vite, au moins 4 fois plus vite que le FP32, puisque dans un seul cycle d'horloge, sous certaines conditions, ça dépend du shading unit, vous pourrez faire 4 FP8 pour un FP32. Et c'est là où on va en venir à la différence entre Nvidia et AMD sur les shading units. Pourquoi? Quand on regarde les spécifications, on a le double chez AMD en termes de teraflops sur le FP16 par rapport au FP32 et le même nombre pour Nvidia par exemple pour les RTX 3080, ce qui n'était pas le cas avant sur Turing, je précise, on avait également le double parce que Nvidia a changé côté architecture Ampère, ils ont privilégié le FP32 qui est majoritairement utilisé actuellement en jeux vidéo, sur les jeux 3D mais également sur tout le reste des jeux, beaucoup de jeux 3D isométriques comme The Ascent par exemple, ça utilise également le FP32, la plupart des jeux utilisent le FP32. Alors attention, les shading units n'utilisent pas que ça. Ils ont bien entendu la possibilité de faire des calculs par exemple en IN16, IN32, c'est important de le préciser. Tous les calculs ne sont pas faits en FP32, mais tous ces triangles, le calcul des triangles, et c'est le plus lourd en termes de calcul, sont faits en FP32 actuellement. Et donc Nvidia, sur son architecture Ampère, a décidé de privilégier les FP32 plus des INT32, c'est-à-dire qu'on a deux modules en parallèle. Et donc quand on passe en FP16, en fait il y a un goulot d'étranglement qui fait qu'on va traiter le même nombre de FP16 que de FP32. Par exemple, imaginons qu'on a des FP32, 1000 FP32, on transforme ça en FP16, eh bien non, on ne va pas doubler la vitesse, ou les teraflops si vous préférez, c'est-à-dire on ne va pas traiter ça en 2 fois moins de temps, ça va prendre exactement le même temps chez Nvidia. Alors que chez AMD, eh bien non, on a affaire à des SIMD, SIMD, Single Input Multiple Data, et oui je sais c'est un peu complexe. En fait, c'est des shading units adaptables. Ils font tout. INT16, INT8, INT32, FP16, FP32. Vous pouvez les moduler comme vous voulez. Et ainsi, lorsque vous transformez un FP32 en FP16, eh bien le shading unit est capable de traiter 2 FP16 en même temps. Grosso modo, il a 32 bits, il va pouvoir les diviser en deux et traiter 2 FP16 en même temps. D'où le doublement des teraflops en FP16 que vous voyez sur les fiches techniques. C'est ça qui explique pourquoi en FP16 on est bien plus puissant côté AMD, sur les teraflops je précise, que côté Nvidia Ampère. Voilà, ce bref JV des top est terminé, enfin bref, il était un peu long parce qu'il y avait 2 sujets, mais ce bref JV des top est terminé sur les GPU pour introduire bientôt la troisième partie que je vous promets très intéressante. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.